Cette grande journée de réflexion, d'éclairage sur votre métier, sur le dirigeant dans cette société post-crise, crise qui n'est malheureusement pas terminée, loin de là d'ailleurs. Nous allons poursuivre la réflexion avec l'ouvrage qui vient d'être publié chez Stock par Monsieur François Hollande, ancien président de la République, Bouleversement, 200 pages, un regard sur les coulisses du pouvoir et puis surtout sur les enjeux géopolitiques internationaux très importants qui permettent d'éclairer effectivement le débat. Emmanuel Maillard, le président de la DFCG, va nous rejoindre avec Monsieur François Hollande, ici présent. Je vous demande de les applaudir. Merci Monsieur le Président de nous avoir je dirais réserver quelques minutes de votre précieux temps. On connaît votre agenda contraint. Nous allons vous écouter. Ensuite, c'est une soirée interactive, bien sûr. Donc, je le précise, la salle pourra poser alors quelques questions. Nous allons essentiellement vous écouter, vous entendre. Et ensuite, n'hésitez pas à vous manifester. Il y aura deux hôtesses avec des micros pour vous donner la parole. Autre moment important également, la signature de votre ouvrage, donc qui aura lieu ici sur scène. Juste après, certaines personnes ont déjà l'ouvrage, d'autres personnes pourront se le procurer. Emmanuel Maillard, peut-être un petit mot avant d'écouter Monsieur le Président. C'est Emmanuel Millard. Emmanuel Millard. Autant pour moi, voyez-vous, c'est l'angoisse. C'est pas stress. Grave, Emmanuel. En tout cas, on a le même prénom. Exactement. Oui, c'est déjà simplement remercier François Hollande, président de la République, de nous faire cet honneur. C'est, je le disais tout à l'heure, la première fois qu'on a un président de la République qui participe à Financium en exercice ou ancien président. Et donc, pour nous, c'est un honneur et on a hâte, en réalité, de vous entendre sur ces sujets-là que vous maîtrisez très bien, naturellement, et nous donner un petit peu de perspective. C'est important. On est une profession qui, souvent, je dirais, on est dans l'opérationnel, vraiment dans le fonctionnel, dans des choses qui sont très concrètes, et prendre un petit peu de recul, avoir votre vision dans un contexte aujourd'hui qui est quand même assez bouleversé et bouleversant, avoir votre vision des choses. Voilà. Donc merci beaucoup, et en tout cas c'est un grand honneur pour nous. Monsieur le Président. Bien, mesdames, messieurs les directeurs financiers, je n'aimerais pas être à votre place parce que vous n'étiez pas forcément désireux d'être à la mienne, mais depuis 10 ans, que ce soit ceux qui ont à décider pour leur propre pays, le nôtre en tout cas, que ce soit pour des entreprises, vivre une succession de crises en une décennie, c'est exceptionnel. Il y a eu dans notre histoire récente des catastrophes, des guerres, des événements considérables, des attentats. Mais là, il y a eu une conjonction de crises financières, économiques, sécuritaires, terroristes, sanitaires. Et je n'oublie pas la crise climatique. Et nous avons encore, ces derniers mois, 2 guerres. Alors, des guerres, il y en a toujours eu, y compris après le deuxième conflit mondial. Mais ces guerres étaient périphériques. Elles étaient chaudes lorsqu'elles considéraient des pays qui étaient loin des centres des décisions, en tout cas des nôtres. Mais elles pouvaient être froides, elles l'ont longtemps été, entre des puissances. Là, il se trouve, et c'est la première grande tendance de ces derniers mois, que nous vivons 2 guerres qui sont l'une près de nous, l'Ukraine, avec un pays belligérant, celui qui a agressé, la Russie, qui dispose d'un arsenal militaire important et de capacités pouvant lui permettre de faire durer le conflit longtemps, et qui, de surcroît, a une force nucléaire dont il brandit la menace, sans que nous ayons à nous en inquiéter, mais néanmoins, ça pèse dans les opinions publiques. Et puis, surgit une deuxième guerre, celle-là avec une récurrence depuis 70 ans, mais une violence qui a dépassé l'entendement, à la fois avec l'agression terroriste du Hamas en Israël et la réplique du gouvernement israélien. Mais là aussi, il ne s'agit pas de n'importe quel belligérant, puisque Israël dispose de capacités militaires importantes,
et est menacée par l'Iran qui est un pays qui est au seuil du nucléaire, donc avec le risque d'un embrasement de la région. Au-delà de ces deux guerres, on trouve les mêmes acteurs, c'est-à-dire d'un côté la Russie et la Chine qui ont forgé depuis 10 ans une alliance entre deux dirigeants, Xi Jinping et Poutine, une alliance entre deux empires qui vivent depuis plusieurs années, pour ne pas dire plusieurs décennies, la revanche qu'ils pourraient infliger au monde occidental qui les a humiliés, la Chine depuis longtemps, alors même qu'elle a beaucoup gagné à la mondialisation, et la Russie suite à l'effondrement de l'Union soviétique. Deux pays, deux dirigeants qui veulent remettre en cause l'ordre du monde et qui détestent la démocratie et ce que nous pouvons représenter à bien des égards dans nos modes de vie. Et ces deux puissances, l'une économique, la deuxième du monde, l'autre militaire, qui était aussi la deuxième du monde, ont soutenu tout ce que les conflits pouvaient générer, qui pouvait mettre en cause l'ordre international et notamment celui supposé être celui du monde occidental. Et on le voit à travers aussi bien l'affaire ukrainienne, où la Chine a été solidaire de la Russie du début et encore aujourd'hui, elle le sera jusqu'à la fin, et la Russie qui soutient d'une certaine façon l'Iran, qui lui-même soutient le Hamas. Donc on retrouve une division du monde à laquelle on était certes habitué depuis longtemps, mais qui a pris des formes plus inquiétantes, c'est-à-dire d'un côté les régimes autocratiques, tous les régimes autocratiques, Russie, Chine, Corée du Nord, Iran, Birmanie quand c'est nécessaire, Venezuela quand c'est possible, bref, tout ce qui peut être un moment une façon de contester les États-Unis et l'Europe et les pays occidentaux en général. Et puis de l'autre, les démocraties qui sont mises à mal, à la fois parce que les empires ressurgissent, mais mises à mal aussi à l'intérieur de leur société. On le voit aujourd'hui aux États-Unis, où c'est très compliqué pour Joe Biden de tenir sur la ligne pourtant d'équilibre qu'il a choisi sur la question du Proche-Orient et même sur le soutien à l'Ukraine, où son rival républicain, qui est son prédécesseur et qui j'espère ne sera pas son successeur, Donald Trump, lui, pense qu'il pourrait abréger le conflit ukrainien en 1 heure, peut-être même en un tweet, qui consisterait simplement à dire que Poutine est chez lui et que les États-Unis n'aideront plus l'Ukraine. Donc on voit que les démocraties, en Europe également, sont déstabilisées, minées de l'intérieur et ont du mal à résister à ce qui est nouveau pour elles, c'est-à-dire l'hypothèse de la guerre. Très longtemps, nous avons exclu, pour ce qui nous concernait, l'idée qu'il puisse y avoir un conflit dans lequel nous pourrions, de près ou de loin, être impliqués. Nous pensions, parce que nous sommes des démocrates, sûrement parce que nous sommes aussi des rationnels, nous pensions que la guerre était finalement l'hypothèse ultime, mais qu'il y avait tous les moyens de l'empêcher. Et là, elle devient plus ouverte. Et dans cette confrontation entre démocrates et autocrates, il y a le reste du monde, c'est-à-dire finalement une très grande majorité des pays, en termes démographiques comme en termes politiques, ce qu'on appelle le Sud global. Et le Sud global n'est pas mécontent d'avoir justement à ne pas choisir et à demander aussi sa part dans l'organisation du monde, l'Inde, mais aussi l'Afrique du Sud, le Brésil, l'Argentine, enfin les pays arabes disent, au-delà de leurs contradictions internes ou externes, disent mais nous voulons non pas nous aligner sur un camp ou sur un autre, mais nous voulons maintenant dans les institutions internationales, dans l'organisation même de l'économie, dans la question monétaire, prendre toute notre place. S'ajoute à cette division et éclatement du monde, un conflit civilisationnel que nous avons vu surgir déjà depuis des années, mais qui prend des formes multiples et quelquefois inquiétantes, c'est
un islam qui est lui-même divisé et qui concerne une grande partie de l'humanité, avec des puissances qui essayent d'utiliser la religion à des fins impériales ou à des fins d'influence, que ce soit l'Iran, on le voit bien au-delà du monde chiite, que ce soit l'Arabie saoudite qui veut à la fois représenter la tradition avec les lieux saints et la modernité avec le prince héritier, et aussi la Turquie qui envisage aujourd'hui de restaurer d'une façon ou d'une autre l'Empire ottoman, et on a vu quelle pouvait être son influence, notamment dans le Caucase, avec le conflit qui a eu lieu entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie pour le Haut-Karabakh. Et puis enfin, il y a cet islam qui travaille un certain nombre de nos concitoyens, avec quelquefois une grande paisibilité, quelquefois, hélas, une radicalité ou une radicalisation qui peut aboutir à des actes terroristes tels que nous les avons connus. Voilà donc pourquoi le monde n'est pas rassurant et qu'il crée une incertitude, des risques, des menaces, et qui peuvent altérer un certain nombre de décisions économiques. Enfin, il y a deux autres données, l'une qui est propre aux sociétés démocratiques, c'est une montée, compte tenu de ces peurs qui surgissent, de ces inquiétudes par rapport aux phénomènes migratoires, la montée des populismes que l'on trouve aussi bien aux États-Unis que l'on trouve en Europe et en France en particulier. Et qu'à partir de là, les populistes, qui peuvent être à l'extrême droite, peuvent y en avoir aussi à l'extrême gauche, on peut les trouver dans toute l'Europe à un niveau qui était inconnu jusqu'à présent. Si on songe à ce qui s'est passé en Italie, se passe en Allemagne, dans les pays scandinaves, eh bien, on voit ces populistes dont le thème en politique extérieure n'est plus, pour ce qui concerne les Européens, de quitter l'Union européenne ou la zone euro, c'est terminé, mais d'envisager plutôt une forme d'isolationnisme, de repli, d'enfermement sur notre continent, pour ce qui concerne les Européens, ou sur celui des États-Unis, et c'est le discours, pour l'instant, de Donald Trump. Donc il y a, par rapport à la mondialisation qui a longtemps été le discours dominant, il y a une remise en cause, d'abord de l'équilibre du monde pour des raisons géopolitiques, mais aussi une remise en cause de la mondialisation en tant que telle, avec une volonté souverainiste, protectionniste qui se fait jour. Et puis, pour rajouter à la bonne ambiance, et pour vous donner jusqu'au bout confiance dans l'avenir, il y a le climat, avec maintenant, vous vous souvenez qu'on avait négocié et obtenu un accord sur le climat à la fin de l'année 2015, sur des bases qui paraissaient déjà inquiétantes. Eh bien, 8 ans après, le réchauffement s'est sans doute accentué, en tout cas il ne s'est pas forcément accéléré, mais les données dont nous disposons aujourd'hui font qu'il est vain d'espérer avoir un réchauffement de 1,5 degré Celsius à la fin du siècle, et nous pensons qu'il sera en 2050 déjà atteint, avec ce que ça veut dire comme catastrophe, comme risque sur des populations, peut-être désertification ici, inondation ailleurs, et avec ce que pourrait être de nouveaux courants migratoires. Donc il y a aussi la perception d'un risque qui n'est pas que humanitaire, qui est un risque aussi économique, parce que s'il se passe des catastrophes, il faut assurer les entreprises, assurer par les collectivités, les États, face à des événements climatiques particulièrement dangereux. Dois-je continuer ou vous êtes déjà prêt à partir et prendre des dispositions? Je peux le comprendre. Je vais quand même maintenant essayer de donner des éléments un peu plus, non pas rassurants, mais un peu plus optimistes. Ce qui est très frappant avec la crise que nous connaissons, la crise sécuritaire, les deux guerres, c'est que en réalité, l'économie a plutôt tenu. Lorsqu'il y a eu la guerre en Ukraine, il y avait des raisons de fonder ces estimations. Beaucoup imaginaient que le prix
de l'énergie allait flamber, qu'il y aurait des difficultés à s'approvisionner en gaz, qu'il y aurait sûrement un prix des matières premières, et ça n'a pas manqué, il y a eu une inflation. Mais convenons qu'elle a été d'ailleurs limitée et maîtrisée. Et que le risque d'être en pénurie de produits énergétiques a été quand même largement écarté. Ce qui veut dire que l'économie, dans son ensemble, a plutôt résisté et résiste de plus en plus aux chocs qui lui sont assénés. On l'a vu aussi avec la crise sanitaire, comme on l'avait vu précédemment avec la crise financière. On s'est, d'une certaine façon, endurci, renforcé et mieux préparé à encaisser les coûts exogènes qui nous sont portés. Deuxièmement, il y aura sûrement un ralentissement de la croissance, il est déjà là, ce ralentissement, mais on n'est pas sur des récessions comme on avait pu connaître après la crise énergétique des années 70, où là, il y avait eu un doublement, triplement, quadruplement en quelques années du prix du pétrole, et ce qu'on avait connu aussi avec la récession liée à la crise financière. On est plutôt sur des ralentissements de croissance, des croissances zéro, voire des petites récessions, notamment en Allemagne, mais là aussi, l'activité économique est restée, disons, stable et même assez dynamique aux États-Unis. Donc là aussi, tout ce qu'on pouvait imaginer comme rupture des rythmes de croissance s'est plutôt révélé relativement faux. Troisième élément rassurant, c'est que la Chine, qui aurait pu, par solidarité avec la Russie, envisager, elle aussi, de se lancer dans des opérations, disons, belliqueuses, notamment sur Taïwan. La Chine est tellement impliquée, intégrée dans la mondialisation, et a subi déjà, on le voit avec la montée du chômage en Chine, a subi des coups avec la crise sanitaire et ce qui vient de se produire. Mais la Chine a envie encore d'être dans un processus de croissance et n'est pas dans une volonté, on l'a vu encore hier avec la rencontre entre Xi Jinping et Biden, n'est pas dans une volonté de créer une rupture supplémentaire. Voilà pourquoi je pense que si les conflits ne débordent pas, nous devrions avoir une économie ralentie, mais aussi une inflation qui va baisser, et des taux d'intérêt qui vont se stabiliser, et donc une économie qui va progressivement repartir. Sauf si, je ne pouvais pas vous laisser simplement espérer, sauf si il y avait une extension des conflits dont on vient de parler. C'est-à-dire, est-ce que la guerre en Ukraine peut toucher d'autres pays? À mon avis, non. Vladimir Poutine sait très bien que toute utilisation de la force contre un pays membre de l'Alliance Atlantique aurait des conséquences bien plus grandes encore que ce qu'il a fait en Ukraine. Et sur le conflit du Proche-Orient, alors là, c'est plus difficile de faire des estimations ou des prévisions, mais ce qui est, malgré toutes les horreurs qui ont été, hélas, commises, et toutes les réactions israéliennes, et avec aussi un cortège de morts, pour l'instant, le conflit a été maîtrisé. C'est-à-dire que le Hezbollah n'est pas rentré, peut-être le fera-t-il, mais pour l'instant, il n'est pas rentré dans une action au nord d'Israël. Et l'Iran reste extrêmement prudente, sachant que là aussi, les États-Unis sont là et qu'il y aurait sûrement des répliques, y compris de la part d'Israël, tout à fait dangereuses pour le régime iranien. Pour l'instant, ça tient. Mais c'est toute l'inquiétude ou l'interrogation que l'on peut avoir quand on évoque la situation internationale. C'est-à-dire, est-ce que les mécanismes qui permettent d'amortir, de retenir, de responsabiliser les acteurs fonctionnent? Je ne parle pas de l'ONU qui, depuis longtemps, ne fonctionne plus, mais enfin les mécanismes, disons, de rapport entre les puissances, ou est-ce qu'on va vers une diffusion de conflits qui, de proche en proche, pourrait aboutir à une escalade extrêmement dangereuse. Mais ça ne relève pas de l'économie, ça relève de la politique, mais on serait d'ailleurs dans un tout autre contexte. Alors, comme il faut rester rationnel, même si les autocrates n'ont pas la même rationalité que nous, c'est ça qu'il faut aussi bien comprendre.
C'est-à-dire qu'on pense que les autocrates sont fous. Ils ne sont pas fous. Longtemps, on a dit Poutine est devenu fou, il a envahi l'Ukraine. Non, il n'est pas fou. Ça rationalisé. C'est pas la nôtre. Mais il y a néanmoins une prise en compte de la réalité. J'évoquais pour la Chine sait que son régime pourrait même être menacé s'il y avait une crise économique d'ampleur en Chine. Des chômeurs très nombreux, une population qui ne pourrait plus goûter à la prospérité comme elle l'a fait depuis 30 ans. De la même manière, la Russie sait parfaitement que tout usage d'une arme de destruction massive aurait des conséquences sur son propre équilibre. Donc c'est pour ça que vous devez continuer à décider de manière rationnelle les investissements, les placements que vous pouvez faire dans une économie qui ne sera pas tout à fait stable, mais qui ne sera pas non plus totalement déséquilibrée. Merci, Monsieur le Président. On peut vous applaudir, bien sûr. Merci infiniment. Un regard très précieux, capital, auquel, effectivement, une situation géopolitique internationale auquel sont confrontés au quotidien les chefs d'entreprise, leurs directeurs financiers notamment. Alors, chose promise, chose due, un échange avec la salle. Peut-être auparavant, Emmanuel Millard, une petite question. Je vais vous demander, est-ce qu'il est possible de faire la lumière sur la salle pour qu'on puisse voir qui demande la parole? Voilà, super, merci beaucoup. Petite question, Monsieur le Président. Vous avez devant vous un parterre de financiers d'entreprise qui semble vous être acquis. Depuis longtemps. Voilà. Mais justement, attendez la fin de ma phrase. Alors, la question que je voudrais vous poser, c'est comment la finance peut finalement aider l'économie et si elle peut l'aider, comment est-ce qu'elle peut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire pour éventuellement faire modifier, évoluer cette finance que vous aimez? Oui, j'ai fait déjà des déclarations d'amour qui n'ont pas forcément, comme beaucoup de déclarations d'amour, été comprises. Ce que je visais dans cette finance anonyme, qui pouvait être même notre ennemi, pas le mien, notre ennemi, c'est la finance spéculative, celle qui avait créé la crise des subprimes, désorganisé l'économie réelle, provoqué la récession et même engendré des comportements frauduleux qui avaient choqué la population et les citoyens. C'est cette finance-là qui a été plutôt maîtrisée au cours de ces dernières années, aussi bien la régulation européenne, à laquelle la France a contribué, qu'ici, avec la loi bancaire, avec un certain nombre de règles qui ont été posées. Règles très contraignantes, quand même, sur les établissements financiers et bancaires, ou sur les assurances. Il y a eu aussi d'autres garanties qui a été apportée aux clients des banques. C'est-à-dire que pendant toute une période, c'était le risque qui pesait sur les clients des banques. Aujourd'hui, il y a une solidarité bancaire qui fait que ce n'est pas les clients qui seraient mis en cause, ce n'est pas l'État qui serait obligé de renflouer. Bon, bref, la finance a été plutôt maîtrisée. Ça ne veut pas dire qu'on n'ait pas encore des coûts spéculatifs qui peuvent venir, des établissements plus fragiles, on en a eu, et y compris même en Suisse, c'est vous dire jusqu'où la spéculation peut aller se loger. Et donc, il y a toujours cette vigilance qu'il faut avoir. Mais on a besoin, et encore aujourd'hui, plus que jamais de la finance. Je vais prendre plusieurs exemples. Pour réussir la transition écologique, et qui va être le grand enjeu pour l'ensemble des pays, on le voit bien aux États-Unis, ils ont peut-être pris les devants, l'Europe qui a pris des décisions plutôt exemplaires, nous allons avoir besoin de finances. Et parce que les États sont dans un tel niveau d'endettement et de déficit qu'on ne peut pas attendre des États qu'ils viennent organiser la nouvelle économie qui va être générée par la transition. Donc nous avons besoin d'une finance privée, de produits financiers d'ailleurs qui existent, et aussi de contributions, y compris des entreprises non financières, pour participer à cette réorganisation, restructuration de nos économies en fonction de l'objectif climatique. Le deuxième exemple, c'est que si on veut réindustrialiser, et le gouvernement actuel y travaille, si on veut réindustrialiser, comme vont le faire les Allemands, l'économie, si on veut se débarrasser d'un certain nombre d'énergies fossiles, eh bien, il va falloir, là aussi, retrouver des financements. Il faut quand même bien dire que
pendant toute une période, nous avons vécu une situation aberrante, mais très agréable, notamment pour les États, c'est-à-dire de taux d'intérêt nuls, voire même de taux d'intérêt réels négatifs. Ce qui a d'ailleurs conduit à des comportements financiers d'endettement de la part des États. C'est tellement simple. Il suffisait de dépenser, on empruntait, ça coûtait rien, apparemment rien. Et pour un certain nombre de projets, il y a eu des choix qui n'ont pas forcément été tous judicieux, optimaux, parce que le coût du capital étant tellement faible qu'il pouvait y avoir des projets qui n'auraient pas dû se financer et qui l'ont été, et qui maintenant peuvent être mis en difficulté. Donc ce qu'on attend de la finance, c'est qu'elle puisse, avec des taux d'intérêt qui vont être plus élevés, et avec donc des critères qui vont être plus rigoureux, d'aller choisir les bons projets. Aussi bien pour les questions qui nous intéressent de climat que pour la compétitivité. Et on voit bien qu'aux États-Unis, ils ont pris de l'avance parce qu'eux, ils n'ont pas de problème de déficit budgétaire, ils ont une monnaie mondiale, ils n'ont pas forcément de contraintes très fortes, même si justement la spéculation y est plus forte qu'ailleurs. Eh bien, nous avons besoin de critères qui vont conduire les entreprises, donc vous, à choisir les bons projets et à assurer une bonne rentabilité tout en faisant autant d'investissements que possible. Bien. Chose promise, chose due, je le disais. Alors, il suffit de lever la main et on va venir vers vous. Je vous assure, malheureusement, nous n'aurons le temps de prendre 2 ou 3 questions. Alors, monsieur, on va vous apporter le micro. Voilà. Et puis, il y aura une autre personne ici. Monsieur. Alors, j'ai du mal à voir. Voilà. Monsieur. Alors, je vous demande simplement de vous présenter très rapidement et de poser une question très rapide pour qu'on puisse échanger au maximum. Oui, bonsoir, monsieur le Président. Bonsoir. Christian Brandenberger. Je voulais savoir, dans ce monde en bouleversement, dans ce monde anormal, est-ce que ce n'est pas exacerbé justement par un certain nombre de dirigeants anormaux, que j'écris en 2 mots, notamment populistes, et justement, quelle réponse y apporter? Je vous remercie d'avoir pris le mot normal pour le valoriser. Car s'il y a vraiment une exigence, c'est d'avoir des dirigeants normaux. Parce qu'on a quelques exemplaires d'anormaux qui inquiètent. Oui, je pense tout net que si Donald Trump était élu ou réélu d'une certaine façon président des États-Unis, là c'est un choc supplémentaire. C'est un choc supplémentaire, on le voit bien par rapport à des décisions internationales, on le voit bien par rapport à un risque protectionniste, et on le voit aussi par rapport à des affrontements qu'il aurait nécessairement avec la Chine qui pourraient désorganiser l'économie mondiale. Et l'idée que j'avais eue à un moment à l'esprit, qu'un dirigeant anormal puisse être bien conseillé et donc bien entouré, et que des experts ou des professionnels de la chose publique puissent entraver un dirigeant anormal, eh bien il faut écarter cette illusion. Quand j'ai eu une conversation avec Donald Trump, j'en ai eu 2, avant qu'il s'installe et moi que je ne parte, il m'a laissé aucun espoir sur le fait qu'il déchirerait ou pas l'accord climatique, l'accord de la COP21, et l'accord nucléaire iranien. Les anormaux font ce qu'ils disent. Les normaux réfléchissent, peut-être après, pour faire ce qu'il ne faut pas forcément être compatible avec ce qu'ils avaient dit. Vous voyez ? Ils peuvent corriger ce qu'ils avaient dit, alors que l'anormal va aller jusqu'au bout de ce qu'il a dit. Il n'a plus de contraintes avec le réel. Alors après, est-ce qu'il y a des dirigeants anormaux en France? Là, je ne prendrai pas, ou de candidats anormaux, mais là, le risque en France, c'est qu'il, pour au moins une candidate anormale, c'est qu'elle ne dit rien. Et c'est ça le risque principal. C'est quand vous ne dites rien. Et que vous pouvez donc tout faire après. Monsieur, nous vous écoutons. Si vous pouvez vous présenter. C'est madame, pardon. C'est une dame. Je suis madame Traoré Estelle. Je sais que... Merci, monsieur le président. Je sais que nous avons un problème de temps. Mais j'ai été un peu surprise. Vous n'avez pas parlé dans la nouvelle donne. Je n'ai pas encore lu le livre.
dans cette nouvelle donne mondiale, quelle est la place de l'Afrique? Quels seraient vraiment les enjeux pour l'Afrique dans ces bouleversements que nous connaissons dans le monde en ce moment? Merci. Oui, j'en ai parlé que lorsque j'ai évoqué le Sud, et j'en parle dans le livre parce que j'ai été conduit à prendre des décisions concernant l'Afrique, et notamment l'Afrique de l'Ouest. Le problème majeur de l'Afrique, c'est la sécurité. On parle beaucoup de l'Afrique de l'Ouest, et on a raison, compte tenu des coups d'État qui se sont succédés, compte tenu du terrorisme, du djihadisme. Mais l'Afrique centrale est également très affectée. La République démocratique du Congo vit une épreuve depuis des années à l'Est. Le Mozambique est maintenant infiltré par les terroristes. Le Soudan est en guerre civile. L'Éthiopie a commis, ses dirigeants, des actes insupportables à l'égard d'une partie de la population. Voilà, le problème de l'Afrique principal, c'est la sécurité. Parce qu'il y a des potentiels tellement considérables, des économies qui ne demandent qu'à croître. Et heureusement qu'il y a des entreprises qui travaillent très bien. Je pense à ce qui se produit en Afrique du Sud, au Nigeria et dans beaucoup de pays, Côte d'Ivoire, Sénégal. Il y a plein de réussites, Ghana et autres. Mais il y a cette question sécuritaire qui pèse, au-delà des problèmes de corruption qu'on connaît, mais ça pèse énormément. Et deuxième problème que connaît l'Afrique, et c'est pour ça qu'il faut absolument ne pas lâcher ce continent, et même si on a connu avec les interventions en Afrique de l'Ouest des déceptions, c'est qu'on a absolument besoin de donner aux élites africaines tout le conseil, tout l'appui nécessaire pour qu'elles puissent prendre des décisions qui puissent développer le continent. Et l'erreur qui pourrait être la nôtre, c'est parce qu'il y a eu effectivement une incompréhension à un moment de ce que nous faisions en Afrique, avec toujours cette récurrence de la France néocoloniale, de la France-Afrique, alors que, comme je le dis souvent, quand moi j'ai décidé de faire intervenir les forces françaises au Mali, c'était pas pour chercher je ne sais quel intérêt économique ou énergétique, ou d'avoir des minerais particuliers ou des diamants. C'était uniquement pour répondre à la demande des Africains. Et donc il faut retrouver des liens de confiance. Je pense que les entreprises peuvent jouer aussi un grand rôle, parce que c'est aux entreprises françaises et européennes d'aller encore davantage sur le continent africain. Ne laissons pas les Chinois, les Russes, les Chinois sur le plan économique, les Russes sur le plan sécuritaire, prendre notre place, peut-être, ça ils ont le droit, mais prendre surtout de mauvaises décisions pour l'Afrique. Monsieur le Président, si vous le permettez, une toute dernière question. Nous écoutons Madame, et encore une fois, félicitations pour le prix que vous avez reçu tout à l'heure. Merci, bonsoir Monsieur le Président. Bonsoir. Merci pour votre présentation très intéressante, certes un peu noire, mais un peu sombre, mais un message d'espoir sur la résilience. Et je pense que c'est le message positif à retenir de cette période. J'ai une question, si je peux me permettre. Aujourd'hui, vous, Président, quels seraient les deux, trois les deux, trois lois clés que vous souhaiteriez porter si vous aviez la possibilité de le faire? Tout ce que je n'ai pas fait, c'est ça que vous voulez dire, madame? J'ai dit aujourd'hui. Aujourd'hui. Non, je pense que l'engagement principal aujourd'hui pour aider les Français, les entreprises, c'est de réussir ce qui va être la grande mutation énergétique et écologique. Je crois qu'on sous-estime encore ce que va être l'impact du réchauffement. Il faut donc l'anticiper, s'adapter, mais il faut aussi prévoir. Donc, je trouve que l'État a trop longtemps, et je prends ma part, tardé à prendre des décisions, à fixer un horizon dans le temps et à soutenir les entreprises et les particuliers à faire cette mutation. Le deuxième, c'est peut-être là aussi en continuité avec ce que j'avais fait, je considère que c'est le système éducatif qui doit être réformé profondément. Alors réformer, c'est pas forcément que ça coûte plus cher. Je pense qu'on a un système d'organisation qui est maintenant totalement obsolète. C'est ça qui me frappe le plus. C'est que je considère que, vous connaissez mes sensibilités, donc mes choix et mes valeurs, l'économie privée a été beaucoup plus vite dans l'adaptation, dans la mobilisation des personnels,
dans le fait de s'adapter à des nouvelles règles du travail ou à de nouveaux souhaits, de nouvelles aspirations, tout simplement à ce besoin de reconnaissance que le secteur public. Il y a une espèce d'archaïsme dans la gestion du personnel, dans la gestion de l'organisation dans le secteur public. Donc ça c'est pas facile à traduire en termes de slogan. C'est pas je crée plus de postes ou j'augmente telle ou telle catégorie d'agents publics. Là, il s'agit de changer profondément le système, de son organisation, de son adaptation, de sa qualité, de sa souplesse, pour rendre plus de services. Et pour faire que, notamment sur l'éducation, nous puissions avoir moins d'inégalités qu'il y en a, et surtout une plus grande mobilité pour que l'économie puisse disposer des ressources en manœuvre dont elle attend beaucoup et qui ne sont pas nécessairement là. C'était quand même invraisemblable qu'on ait des problèmes de recrutement. On aura peut-être moins avec le chômage qui va reprendre, mais on a eu des problèmes de recrutement, ce qui veut dire qu'on avait des problèmes de formation et que de ce point de vue-là, je pense que les deux grandes lois, si vous voulez, c'est, même si tout ne passe pas par la loi, c'est comment, sur 10 ans, sur 15 ans, on assure la transition et sur l'éducation, comment on change l'organisation même de l'école et du recrutement des enseignants, de la mobilité des enseignants, du travail des enseignants, qu'on ne peut pas laisser seuls face à toutes les épreuves qu'ils connaissent. Donc il est très important d'avoir là aussi une vision longue. En réalité, ce que je vous dis, c'est pas forcément facile dans une campagne électorale, mais c'est que les choix qui vont être faits, ils ne sont pas sur 5 ans, ils sont sur 10 ans, sur 15 ans. C'est faux. Pourquoi les Français sont moroses? Ils l'ont toujours été, quelles que soient les périodes, quels que soient les présidents. Ils considèrent qu'ils sont dans le pire des pays, mais ils ne veulent pas vivre ailleurs. Donc, ils ont raison. Même si les Français à l'étranger, eux, aiment la France, d'autant plus qu'ils en sont éloignés. Mais qu'ils sont également heureux de servir la France à l'étranger. Mais ils sont pessimistes sur la France parce que, et c'est peut-être une responsabilité politique, parce qu'on leur parle jamais du long terme, parce qu'on est toujours dans l'urgence. Et l'urgence, je l'ai évoqué ici, elle est assez dépressive. Plus on parle de l'actualité, moins on est capable de fixer l'horizon. Donc voilà pourquoi je pense qu'il faut des lois de long terme. Merci beaucoup, le message est lancé. Merci infiniment, Monsieur le Président. Alors, vous allez une séance de dédicace. La séance de dédicace va commencer tout de suite. On va faire, Emmanuel, 10 minutes de dédicace. S'il y en a voilà. qui souhaitent... Pour les livres que j'aurais pas pu dédicacer, je Voilà. donnerai le nom. Absolument, voilà. En précisant que des personnes ont déjà leurs livres, donc elles peuvent se présenter sur la scène et que d'autres livres sont à votre disposition à l'entrée de la salle.